Bonjour à tous, bienvenue dans la table de marque, la deuxième édition. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode avec un casting qui a un peu changé comme vous pouvez le voir sur votre écran. Il s'est passé pas mal de choses depuis la semaine dernière, on va en parler, mais il y a aussi plein de trucs qui arrivent puisqu'on est en plein dans les playoffs. C'était hier soir. Il y a eu le dernier match, en gros tous les Game 1 des playoffs ont été joués, on va entre autres revenir là-dessus. Et aujourd'hui, du coup, comme je le disais, on a un nouvel intervenant qu'on est ravi d'accueillir avec nous. Il est peut-être inconnu pour vous, mais très connu pour nous. C'est le grand gourou du média de l'analyste, il est super calme mais il dort jamais. Binge, comment tu vas ? Salut tout le monde, merci de m'accueillir, c'est super cool de participer à cette première émission. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Carrément. Les deux autres, vous les avez déjà vus la semaine dernière. Il y en a un, c'est votre CM préféré. Il est toujours aussi propre dans ses interventions. Marwan, super content de te retrouver. Quoi de neuf depuis la semaine dernière ? On est là, les playoffs ont commencé. On a les prédictions des play-in. Bon, je veux pas vous mentir, mais mes prédictions c'était pas trop ça. Maintenant je suis un habitué quoi. Ça, mais bon. Carrément. Et enfin avec nous, celui qui n'a peur de rien, surtout pas de dire les choses qui fâchent et de mettre les autres dans la sauce avec ses chase down blocks. C'est le futur Vosges français. Antoine, comment tu vas mon gars ? Écoute, super content, deuxième émission. La dernière fois on était dans les starting blocks pour les playoffs, maintenant c'est parti. On a kiffé les Game 1, donc on va parler de ça et on a hâte. Carrément, super. Écoutez, messieurs, on va pouvoir commencer. Je suis super content de vous retrouver. Juste avant, on va présenter le programme pour les gens qui nous regardent. Et aussi, on vous incite très très fort à peut-être mettre un petit like, partager la vidéo si elle vous fait kiffer ou quoi que ce soit. C'est vrai que pour un petit projet qui démarre comme ça, c'est un moyen hyper simple et gratuit de nous soutenir. Ça nous aide à nous développer. Et c'est vrai que si on peut faire grandir comme ça une communauté de passionnés de basket, c'est super bénéf. Et voilà quoi, nous on est là pour régaler tout le monde. Donc voilà, messieurs, au sommaire aujourd'hui, on va se faire le débrief du Play-in Tournament. Donc on en avait parlé la semaine dernière, on va revenir sur ce qui s'est passé. On va se faire le débrief comme je disais, tous les Game 1 de Playoff ont été joués, donc on va revenir dessus. Pas surtout, s'il y en a sur lesquels on va plus s'attarder que d'autres, parce qu'il y en a qui étaient moins surprenants, peut-être il y a moins de choses à dire. Et ensuite, en dernier sujet, on se fera nos votes pour le Most Improved Player. Les finalistes de tous les trophées d'ailleurs ont été donnés, dont le Most Improved Player. Donc poursuivre un peu cette mini-série dans l'émission, on avait commencé la semaine dernière avec le Defensive Player of the Year. Donc on va continuer pour le MIP. Cette saison du coup c'est entre Jeremy Grant, Michael Porter Jr. et Julius Randle. Messieurs, on se démarre sur le Play-in Tournament. Du coup qui s'est achevé dans la nuit de vendredi à samedi sur une magnifique victoire des Grizzlies de Ja Morant face aux Warriors de Steph. On va essayer d'être bref sans trop rentrer dans les détails, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir quels sont vos retours à chaud du coup sur cette première vraie édition du Play-in, parce que l'année dernière du coup il y en a une, mais c'était dans la bulle, le format n'était pas exactement le même, etc. Donc on a vraiment eu une vraie édition, une vraie première édition du Play-in Tournament. C'est quoi vos réactions à chaud ? Peut-être un truc qui vous a marqué, peut-être un sentiment global, c'est une bonne idée, j'ai bien aimé, c'est pas une bonne idée, j'ai pas aimé, pourquoi, etc. Benjamin, vu que c'est ta première émission, allez, à toi l'honneur, lance-toi à l'eau. Merci, c'est gentil. Écoute, moi j'ai toujours été un partisan de ce système de play-in. Je pense que d'un point de vue économique et stratégique, il a montré sa pertinence. On a eu 2,5 millions de personnes devant le Pacers Hornets, 5,6 millions devant le Lakers Warriors, et ça seulement sur TNT, donc ça montre la pertinence du projet pour le marketing de la ligue. Là-dessus, on se faisait pas trop de soucis. Sur le plan sportif, ça a été très intéressant, on a vu des matchs hauts en couleur. Le point que j'aimerais un petit peu évoquer aussi, c'est quelque chose qui m'était venu à l'esprit à la base, quand j'ai pensé au timing de la saison. Le fait d'instaurer un play-in tournament en période de Covid, ça a mené à une situation un peu dérangeante quand même. Côté Pacers, pas de Caris LeVert, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que sur un match éliminatoire, les Pacers ont été privés de l'un de leurs principaux joueurs, et du coup ça crée une forte inégalité en l'occurrence dans ce play-in tournament. Donc pour moi c'est vraiment le point noir du play-in, et au-delà de ce petit point noir, ou gros point noir pour les fans des Pacers j'imagine, c'était quand même une réussite globale avec vraiment surtout un Lakers Warriors très passionnant, et bon, derrière le Grizzly Warriors qui était surprenant aussi. C'était vraiment l'enjeu de la chose. Pour moi, c'est un pari réussi. Je pense que la saison prochaine sera encore mieux, donc on attend de voir ça.
Ouais, carrément, c'est vrai que bon, comme vous le voyez, moi j'ai la casquette qui est là, donc c'est vrai que devant le Lakers Warriors, j'ai quand même, j'ai pas forcément passé un bon moment, mais en tout cas c'était haut en intensité avec un finish assez incroyable, mais après c'est vrai que ce que tu disais, tu vois, il y a pas eu de Caris LeVert et tout, j'ai envie de dire, moi pour donner un peu mon avis là-dessus, les blessures font toujours partie du jeu, et tu vois, ça peut arriver sur un play-in, ça peut être une blessure d'un match, de 2 matchs, ça peut être une blessure d'une Mais semaine, de quelques attention, quand mois, même, tu c'est pas la vois. même chose. Blessure, protocole sanitaire, être bloqué sur protocole sanitaire Oui, pour après, c'est le vrai que sur le match qui côté cure va. Covid. Ouais, voilà, c'est pour ça que je conteste un petit peu le timing. Je sais pas si c'était vraiment la bonne saison. L'année dernière, dans la bulle, c'était justifié. On avait vraiment un Une bulle, environnement quoi. expérimental. C'était quelque chose de facile à tester. Maintenant, je pense que le timing n'était pas forcément le meilleur. Je le comprends tout de même parce que du coup, ils avaient déjà fait le play-in dans la bulle. C'était une succession logique. Euh, mais du coup, ça a coûté à certaines équipes et surtout aux Pacers. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, Antoine, t'en as sur- pensé quoi, toi, du play-in? ben, déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Ben, une totale réussite sur sur le point de vue des chiffres, sur le fait que ça a été une réussite totale au niveau pour attiser les spectateurs, leur envie justement, généralement en fin de saison, il y a toujours un petit creux, il y a toujours un moment où on regarde plus les matchs. Ben là, c'était pas le cas parce qu'on était vraiment intéressé et curieux de voir qui allait se démener pour arriver en playoff. Après, en revanche, Ben, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y aura toujours des points sur lesquels on ne sera pas content que ça change. On trouvera toujours des évolutions qui dérangent. On va se la jouer en mode conservateur. C'est mieux avant. Mais est-ce que enfin, moi, je trouve, je rejoins Hugo, les blessures font partie du jeu, et en plus de ça, sur les Pacers, est-ce que si Caris LeVert ne se joue ce match, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les Pacers? Je suis pas sûr. Bah, Donc, on sait vraiment pas pour le coup parce que c'est trop difficile à déterminer l'impact d'un joueur sur un match justement. Parce que c'est pas comme si tu joué une série en 7. Sur un match, un joueur peut faire toute la différence. Là, en l'occurrence, il s'est retrouvé bloqué. Donc voilà, c'est les aléas, c'est vrai, du sport, mais quand même, du coup, c'est des aléas qui sont très spécifiques à cette saison et à la saison précédente. Et en l'occurrence, la NBA n'avait pas besoin de lancer son play-in dès cette saison. Donc c'est pour ça que je questionne un petit peu le timing. On savait que c'était compliqué. On a vu des joueurs bloqués par le protocole dans des moments clés de la saison. Je pense à Kevin Durant notamment, qui a eu beaucoup de problématiques à ce niveau-là. On savait que c'était un risque en l'occurrence et on a quand même choisi d'adopter ce format de play-in. Alors, pour moi, c'est vraiment le point questionnable. Après, voilà, ça ne remet pas en cause le système global, simplement le timing et le choix de cette saison pour lancer le système. Après, je pense que c'est aussi purement financier. Je pense que la Ligue en avait besoin. La Ligue va tout faire pour récupérer, entre guillemets, les pertes petit à petit. Et je pense que faire le play-in dès cette année, c'était aussi une solution pour ça. Moi, ce qui m'a gêné aussi un peu plus, peut-être, plus que dans le timing, c'est aussi le format qui, je pense, n'est pas forcément encore parfaitement au point. Je trouve que l'idée elle est bonne, ça rajoute du spectacle. Je trouve que l'idée elle est bénéfique pour tout le monde, pour les spectateurs, pour la ligue, pour les finances, pour tout l'écosystème NBA. Maintenant, j'ai quand même l'impression que on met quand même 4 équipes dans le même sac entre 7 et 10, donc il y a quand même un gros écart entre les 4 équipes et qu'on ne prend pas, en considération le cap des équipes, c'est-à-dire que les bilans ne sont pas pris en compte et s'il y a un écart je dis n'importe quoi, mais le jour où il y a un écart de 10 matchs, 15 matchs, j'en sais rien, entre le 7e et le 10e, et ben en fait on les met quand même dans le même sac et ça part faire un play-in. Moi c'est peut-être un peu ça qui me dérange. C'est vrai que c'est ouais, compliqué à mettre en place un truc parfaitement équitable. Le sport par définition n'est pas équitable. Mais je pense qu'il y a quand même un truc à faire à ce niveau-là. Peut-être pas faire jouer forcément 4 équipes. Peut-être, s'ils veulent plus de matchs, revenir sur un modèle comme l'année dernière où c'était des mini-séries, c'est-à-dire l'outsider devait gagner 2 matchs, là où le favori devait en gagner qu'un. Enfin, je pense qu'il y a des trucs à trouver, mais en tout cas, j'ai quand même passé globalement un moment. Marwan, toi, tu l'as vécu comment ce premier vrai play-in? Bah, moi, j'ai bien aimé le format, comme vous l'avez dit déjà. En un match, donc l'intensité, elle est à son maximum. Les joueurs, ils doivent donner tout ce qu'ils peuvent. On a par exemple pu voir un Jason Tatum à 50 points, ce qui est quand même pas mal. Mais moi, dans le sens par rapport à ce que tu disais, Hugo, le problème c'est qu'ils sont obligés de tester des choses. On peut critiquer, on peut aimer, mais on est obligé de tester et voir ce que ça donne. Et après, pour moi, comme vous avez dit, Lakers Warriors, incroyable. Et aussi, comme j'avais dit sur la dernière émission, Memphis Golden, j'ai sous-estimé Memphis. Je disais que Golden allait les manger. Et finalement, pas du tout. Non, je Jamoran crois que était t'avais bien au dit. rendez-vous. Je crois que t'avais pas dit que tu t'arrivais pas à le pronostiquer ce match, il me semble.
Non, non, ce match-là, j'avais dit, Ah comme ouais. tu sais, parce que juste le dernier match de la saison régulière, c'était Memphis Bah c'était Golden, si Memphis je me trompe pas. Warriors. Ah, ouais, voilà, Memphis, pardon. Et bah, du coup, moi, j'avais dit que ça allait se passer comme ça s'était passé, donc grosse victoire de Golden avec un gros Stephen Curry. Hmm. Ouais, ouais, Moi, ouais, tout ce que ok. je peux dire, c'est que j'avais raison sur mon pronostic de Memphis et que Ja Morant a confirmé mes propos. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, sur ce match-là, Dylan Brooks qui fait une mixtape défensive, quand même, on peut le dire. Et justement, sur le dernier match de saison régulière, on avait vu Dylan Brooks faire une très grosse défense. Et au moment où il sort, les Warriors en profitent. Steph Curry envoie des ficelles sur ficelles dans le quatrième quart. Il en met genre 4 ou 5 d'affilée, des gros tirs dans la gueule, clairement. Et on a vu qu'il a bien fait attention, il a bien géré ses fautes, parce qu'on sait que lui, en termes de fautes, ça y va. Je sais pas quelles sont ses moyennes sur la saison, mais on doit être autour de 4 quand même. Donc un bon bestiau. Mais en tout cas, la défense a vraiment fait le taf. Et bon, comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur ma casquette, ce shoot de LeBron, moi, m'a rendu complètement fou. Il passe le ballon à KCP, on sait pas pourquoi, dans la raquette, ou à mi-distance, tête de raquette, à peu près. On voit, il galère, il reprend le ballon, il reste 2 secondes sur l'horloge. Il est grave loin, il fait un shoot à la Lillard. Puis bon, après, sa déclaration m'a un peu saoulé, par contre, déclaration de bon élève. Tu sais, je fais le mec, mais bon élève, genre oui, je voyais les Ah, 3 arceaux, du coup j'ai visé Je celui tire du au milieu. milieu. Bon, Bron, calme-toi. pour moi, c'est typiquement du LeBron. Et bon, sur le shoot est incroyable, mais on dira pas que c'est de la chance, hein. Ouais, on dira pas que c'est de la chance, c'est la greatness. Ouais. Super, messieurs, un petit dernier truc à dire que vous auriez zappé ou quoi avant qu'on enchaîne. Bah moi, simplement, je trouve que c'était la première édition, qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'elles soient négatives ou positives, mais on verra dans le temps comment ça va se passer. Moi, je pense que dans 10 ans, le play-in rentrera dans les mœurs et on sera très content de ce petit tournoi juste avant les playoffs. Ouais, effectivement, je pense que c'est vrai que je pense que c'est juste une question de temps et d'habitude et dès que les gens sont habitués, et puis tu vois, comme tu dis, dans une dizaine d'années, il y a des gens qui se seront mis à la NBA, par exemple, les gens qui s'y mettent aujourd'hui démarrent avec le play-in, dans 10 ans, ils auront que connu de la NBA avec du play-in et pour eux, ce sera juste normal, quoi. Donc, Exactement, exactement. Et aussi, juste très content quand même que ce soit Memphis au ouais, final. bravo quand même, les Grizzlies qui. Par rapport à la saison passée, il y a une espèce de petite justice et c'est vraiment mérité et je suis vraiment content pour eux du coup. Carrément, carrément. Puis les Warriors, je pense qu'on les attend quand même beaucoup plus l'année prochaine avec, on espère enfin, un Klay Thompson sur ses 2 jambes parce que c'est vrai que ça aussi, cette saison, ça a fait mal aux Warriors, hein. Très 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 dangereux la saison prochaine les Warriors. Clairement, clairement. Écoutez, messieurs, c'était super. On va enchaîner. On va passer au plat principal. Le maxi débat, ça va être, comme je l'ai dit dans le sommaire, on va parler des Game 1 de ce tournoi de playoff. Pardon, je vais y arriver. Et voilà, il y a plein de choses à dire. C'est tout de suite, c'est le maxi débat. Les Game 1 de playoff. Messieurs, cette nuit ont été joués les derniers Game 1 des playoffs de cette édition 2020-2021. Alors, on va pas pouvoir revenir sur forcément tous les matchs, parce que du coup, il y en a eu 8. Oui, évidemment, évidemment. Je vous propose juste qu'on en balaye certains rapidement. Ceux peut-être où il y a le moins de choses à dire, où on n'a pas forcément été ultra surpris. Philly-Washington, match quand même assez serré, mais finalement pas de surprise dans le résultat. Tout Euh, le long, moi j'avais l'impression que tout le long du match, tu as l'impression que Washington allait recoller et qu'au final, c'est ça. Philly, toujours avec un coup de Embiid et d'un énorme Tobias Harris, Tobias Harris, monstrueux sur ce match. ouais, 37 points, vraiment exceptionnel. Ouais, tout à Monstrueux. De fait. toute façon, Tobias Harris, moi je le surkiffe comme joueur et il mérite totalement son contrat, mais c'est une autre histoire. Knicks Atlanta, match serré super cool à suivre, mais c'est pareil, dans le résultat, on n'est pas étonné parce qu'on sait que c'est quand même une confrontation où on a deux équipes qui se regardent dans les yeux, mais c'est pas non plus, quand on regarde dans l'ensemble de tous les Game 1 qu'on a pu avoir, c'était pas non plus le truc, bah, un peu le même coup que Philly Washington, c'est-à-dire que Atlanta, vers la fin du match, plus la fin s'approche, on voit qu'ils sont tout le temps devant et que les Knicks reviennent, mais en fait ils reviennent pas. Et en fait, bah, au bout d'un moment, si ils reviennent, mais Trae Young il défonce ça. Donc moi je suis pas trop étonné du résultat. Je sais pas vous, Knicks Atlanta, ce que vous en avez Moi, je suis pensé. assez étonné côté juste Randle principalement parce que c'est vrai qu'on s'attendait à vraiment un gros match contre Atlanta en saison régulière. C'est 37,3 points, 12,3 rebonds, 6,7 passes, 58% au tir. Et là, en l'occurrence, il est incapable de marquer plus de 15 points. Donc, c'était un peu la surprise et surtout impressionné par Trae Young qui,
dans ses débuts en playoff, éteint le Madison Square Garden. Et c'était vraiment un match assez passionnant à suivre. C'est vrai que, comme tu le dis, le résultat est pas très surprenant. On sait que c'est une série serrée, sûrement la plus serrée des playoffs. Le résultat, en l'occurrence, il se joue à 2 points près. Mais quand même, c'était un beau match à suivre et un vrai plaisir de retrouver les Knicks et les Hawks en playoff. Ouais, clairement, c'est vrai que le retour des deux équipes. Le Madison Square Garden avec 15 000 fans, franchement, ça Ouais, fait à vraiment 4. plaisir. Après, je pense qu'il y a de la marge côté New York. Moi, j'ai été surpris du résultat dans le sens où, en fait, je savais absolument pas qui allait s'imposer, qui allait s'imposer sur le premier match. Je trouve que c'est une série vraiment indécise. Et là où il y a de la marge côté New York, c'est que ton meilleur joueur, c'est Alec Burks. Donc, je pense que tu peux avoir des meilleures perspectives sur les matchs qui arrivent, mais voilà. Ok, Brooklyn-Boston, pareil. De toute façon, tous les matchs qu'on va faire rapidement, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que des matchs qui sont intéressants à suivre forcément parce que c'est des matchs de play-off, mais on n'est pas du tout étonné du fait que Brooklyn gagne au final. Alors c'est vrai que la physionomie du match est assez particulière parce que la première mi-temps est clairement dominée par Boston. C'est-à-dire que quand tu regardes la courbe, du match, tu as Boston qui est de 10 points à peu près de moyenne, 5-10 points d'avance sur toute la première mi-temps. Et sur toute la deuxième mi-temps, c'est l'inverse. C'est Brooklyn qui est devant. Mais au final, on n'est pas étonné. T'as l'impression que Brooklyn, il gagne sans forcément faire un match de fou, mais tu sais, il gagne, quoi. Enfin, c'est ce qui impressionne d'ailleurs en Brooklyn. Mais bon, match, voilà, résultat pas forcément inattendu. Moi, je trouve une promenade de santé, les Nets sans forcer, qui soient La menés au chute de Kevin Durant m'a fait hyper peur quand même sur le coup. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Il De toute tombe, façon, mon gars. Promenade de santé, Il tombe, quand même, il est parallèle au sol. j'irai pas jusque-là parce que on a une première mi-temps assez inquiétante, je trouve, du côté des Nets, où on a clairement vu que l'équipe n'avait pas beaucoup joué ensemble. Il y avait clairement des choses qui manquaient dans le jeu et où ils sont mis en danger face aux Celtics et c'est pas quelque chose personnellement que j'attendais. Donc j'aurais du mal à mais dire que c'était vraiment prévisible. C'est vrai que le résultat est prévisible, mais le match en soi est pas très rassurant côté Brooklyn. moi, c'est dans le sens là, justement, où je dis promenade de santé, c'est que le match n'est pas rassurant. Tu n'as pas forcément le meilleur James Harden, tu n'as pas une cohésion d'équipe qui te permet de prendre l'avance directement. Tu es inquiété par Boston dès le début du match, et pourtant tu mènes sereinement, tranquillement, de 10 points à la fin de la rencontre, et tu t'imposes tranquillement. Donc je pense que les prochains matchs vont être beaucoup plus durs pour Boston et beaucoup plus simples pour Brooklyn, et c'est là où je pense que ça va être une promenade de santé cette série. Ok. Messieurs, Clippers-Dallas. Pas ouf côté Clippers quand même, décevant en tout cas. Victoire de Dallas, mais c'est pas non plus. Enfin, moi en tout cas, Dallas, je les vois en tout cas dans cette série. Je vois pas un délire genre Game 7 et tout. Je pense que les Clippers vont quand même, au bout d'un moment, s'ajuster, machin, réussir à les museler et tout, mieux défendre, peut-être mieux attaquer, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on peut féliciter quand même les Mavs pour cette victoire qui ont fait quand même un beau match. Là où en fait, je pense qu'on peut féliciter les Mavs et taper sur les doigts des Clippers. Tu vois, genre, il n'y a pas eu non plus. Enfin, j'étais pas étonné à la fin, tu vois, en ayant regardé sans trop regarder, tu vois, je suis en train de faire autre chose à côté. J'étais là en mode, ah ouais, ok, bon, bah Dallas, ça régale, tu vois, mais j'étais pas en mode, waouh, truc de fou, quoi. On a l'impression que c'est le coup des Clippers, tu vois, de se dire, Moi, Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que tu avais un Luka Doncic en métronome, en patron bah, c'est absolument ce que je suis en train de indéfendable. dire. Ils lui ont tout mis en face de lui, Kawhi, Paul George, Patrick Beverley. Ouais, mais du coup, j'ai été vraiment surpris, moi. C'était pas quelque chose que j'ai en mode, oh, les Clippers sont en train de rater. Non, non, c'est vraiment une belle prestation de Dallas. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, non, c'est sûr. Moi, j'étais vraiment devant le match comme un fou parce que Luka était clairement en train de faire un horse face aux Clippers. Il se promenait chez eux, il lâchait des tirs qu'on n'attendait vraiment pas. Donc moi, c'est vraiment un match qui m'a excité. Maintenant, la victoire de Dallas, effectivement, c'est pas un truc qui me choque tant que ça parce qu'en saison régulière, ils ont mis des gros cartons aux Clippers parce qu'on sait que Luka Doncic est capable de n'importe quoi. En l'occurrence, il a sorti un match incroyable. C'est vrai que, comme dit Hugo, voilà, je suis pas non plus surpris, même si le match était vraiment excitant en l'occurrence. Ouais, voilà, c'est Maintenant, ça. Le match j'attendais était cool à justement regarder, mais l'offensive côté j'étais pas Clippers, choqué, quoi. tu vois. Mais moi, je J'étais pense que ça quand va faire comme un remake de l'année dernière. Un très très gros Luka Doncic, je pense, hein, qui va On faire voit sur quand cette même les série. Clippers passer. Ouais, quand même. Mais Moi, tu je vois, pense à voir. À moi, je voir. Ah pensais ouais, que à voir. Pourquoi tu dis à voir, Marwan? Mais en fait, le truc, c'est que est-ce que Luka Doncic il va réussir à faire gagner à tous les matchs ou est-ce que les Clippers vont se réveiller? Moi, je pense au Game 3, je pense qu'on va être fixé, je pense. Ouais. Pour moi, les forces des Et deux équipes, enfin, en tout cas, les forces des Mavs, c'est
Luka, Rick Carlisle. Là où en face, Oui, t'as c'est pas ça, un coach voilà, de il y a, ouf, mais t'as quand même une grosse équipe. Mais il y t'as a un Paul moyen George de qui est en outcoacher demi-teinte. l'adversaire côté Dallas, je pense. Comment? Il y a vraiment moyen de outcoach l'adversaire côté Dallas, je pense. C'est Et c'est vrai clair. que, comme tu dis, c'est là où il y a une différence, c'est que côté Dallas, il y a un vrai coaching staff, et il y a un vrai joueur, mais de l'autre côté, tu as des forces individuelles beaucoup plus fortes. Alors, clairement, la série sur le plan des joueurs est pas très disputée parce que les Clippers ont un bien meilleur effectif, mais si Tyronn Lue s'ajuste pas, ça risque de poser problème quand même. Il faudrait pas que les Clippers arrivent crevés au deuxième tour parce que le chemin vers les finales va quand même être assez difficile, quoi. Ouais, c'est sûr que bah, niveau fatigue, après, c'est tout un truc à gérer, mais voilà, un dernier truc. Ah oui, il y a Denver-Portland. Donc du coup, Denver-Portland, moi, au tout début, j'avais pronostiqué Portland pardon, sur cette série. Je vois pas une branlée ou quoi, hein. Je vois une petite série bien, quoi, en 6 voire 7 matchs, pourquoi pas. Mais je vois Portland s'incliner purement à l'adresse. Et on voit quand même que la blessure de Jamal Murray, ça pénalise énormément les Nuggets, qui, même avec un Jokic énorme, alors il est pas ouf à la passe, enfin il est pas du tout au niveau auquel il nous a habitués cette saison. Mais en tout cas, malgré un énorme Jokic, ça galère, c'est compliqué. J'ai l'impression que Jamal Murray, c'est le facteur X playoff, tu vois, pour Denver, et que bah, cette saison, ils l'ont pas, quoi. Et qu'ils ont pas non plus une défense. Ils ont une défense, mais c'est pas non plus une défense élite. Et que pour défendre une équipe qui joue autant sur l'attaque, sur la création extérieure comme Portland, c'est très compliqué pour Denver. Vous en pensez quoi, vous, de cette série? Ben, comme on le Ou du disait moins de ce en off, Game de toute One. façon, je pense que le Game 1 l'a confirmé que ça va être une question d'adresse pour Portland. Si tu rentres tes tirs et que ton attaque roule, tu vas vraiment poser des problèmes à Denver. Quand Denver, même quand tu as un gros Jokic, bon là d'accord, il n'a pas impliqué ses partenaires comme il le fait d'habitude, comme tu l'as rappelé, mais il est quand même en 34 points, 16 rebonds, et tu as quand même un Michael Porter Jr. à côté qui met ses points également, et au final, t'es quand même battu assez largement. Donc c'est inquiétant pour Denver. J'ai peur que la marche soit trop haute et que t'aies pas assez de solutions pour poser de réels problèmes à Portland, surtout si tous les joueurs rentrent leur panier comme ils l'ont fait lors du Game 1. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Vous, les gars, Benj, Marwan, vous l'avez vu ce match, vous en avez pensé quoi? J'ai regardé d'un œil, je suis pas surpris. Je pense que c'est une série assez disputée, mais que effectivement, comme tu l'as dit, en l'absence de Jamal Murray, les Blazers sont en avantage. Euh, Denver, c'est pas une équipe complète actuellement. Je, je peux très bien les voir s'imposer en 6 ou 7 matchs, bien sûr, mais pour le moment, c'est rien de surprenant. Si Damian Lillard rentre ses tirs, si Damian Lillard est bon comme il a été, les Blazers ont moyen de passer sans trop de pression. C'est clair, c'est clair, c'est clair, Marwan. Moi, comme je vous disais en off, je pense que ce sera la surprise des playoffs. Moi, je vois Portland s'imposer. Hmm. Malgré que je Vraiment, préférais tu penses que c'est Denver. une surprise? Bah, je pense que Damien Lillard, il va prendre ça à cœur. Et je pense qu'il va tout faire pour gagner cette série. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il la gagne, en tout cas. Hmm. Je pense qu'il va tourner sur cette série à 30 points facilement, sachant que les déclarations qu'il a fait, je sais pas si vous avez vu les déclarations qu'il a fait juste avant par rapport au fait que on parlait beaucoup de Stephen Curry, etc. Lui disait oui, mais moi je faisais la même chose, mais comme j'étais huitième, on parlait pas trop de moi, etc. Moi, je pense qu'il va prendre à cœur et il va vraiment tout donner sur cette série. Ok. Moi, je suis d'accord. Je pense que Portland va passer, mais pour moi, en tout cas, ce serait pas non plus une surprise, tu vois. Je suis là en mode bon, bah ok, voilà, c'est une série que clairement les deux équipes peuvent prendre, mais je vois Portland passer et je serais pas là. Si Portland passe, je serais pas là en mode waouh, truc de fou, quoi. Donc voilà, Moi, messieurs, du coup. mais c'est vrai que le Game 1, il m'a quand même un peu refroidi parce que tu te dis, tu vois, mon argument c'était Denver devrait passer parce que Jokic sera indéfendable pour Portland et au final, ils arrivent à répondre avec toutes leurs armes. Donc ça m'a un peu refroidi, mais on verra. Bah, au final, c'est ça, ils ont un peu laissé Jokic faire son truc, mais à côté, il y avait pas non plus full, quoi. Là où justement, quand t'as un Murray à côté, et tu vois, c'est bizarre parce que Murray, je le voyais vraiment, en tout cas l'année dernière sur les playoffs, en métronome de l'équipe. Là où en saison régulière, c'est Jokic, tu vois. Mais Murray l'année dernière, il s'est transformé, je sais pas, il a emmené Un tout le monde, glitch. tu vois. Il a pris un glitch. Il a pris un Plutôt, Mais C'est l'année ça. dernière, Murray, c'était Michael Jordan, hein. Clairement. Je sais pas si ça arrivera de nouveau, mais en tout cas, là, il manque clairement aux Nuggets. Et ça c'est nous ça. manque aussi en termes de spectacle. Oh, Bien Ouais. ce sûr. qu'il nous fait l'année dernière, mec. Le duo de
enfin, l'affrontement Mitchell-Murray, Incroyable. Ça Incroyable. on en aurait pris 20 des matchs comme ça d'affilée. Hein. Allez les gars, on continue. Clairement. Du coup, il nous reste 3 matchs, messieurs. Les 3 matchs sur lesquels on va s'attarder un peu plus que ceux qu'on vient de citer. Je vous propose de commencer par Milwaukee-Miami. Alors, au début, on se dit que c'est un peu le même scénario que l'année dernière, que l'histoire se répète. On est là, genre, ah putain, en fait, Milwaukee, bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois, Miami peut vraiment prendre ce match. Mais finalement, sur un overtime sombre où il pleut sur le terrain et où tout est noir, c'est Milwaukee qui s'impose de 2 points, je crois. C'est 109-107 ou quelque chose comme ça. Chris Middleton, c'est Chris Middleton sur un espèce de fade-away, là, pris bizarrement à mi-distance. 2 points, qui donne l'avantage aux Bucks de 2 points. Du Chris Middleton. Mais, ce match-là, vous en avez pensé quoi? Vous voyez quoi sur la série? Et voilà, débriefez-nous ce petit match. Qui veut commencer? Moi, je dois prendre le micro pour le coup, parce que c'est Allez. vrai que c'est une série que j'attends particulièrement. L'année dernière, l'affrontement Bucks-Heat, c'était la grosse déception pour les Bucks, c'était la grosse surprise pour le Heat en l'occurrence. Et c'est vraiment le moment où on a commencé à prendre le Heat au sérieux, on a commencé vraiment à douter des Bucks. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que la série elle part pas forcément très bien pour les Bucks. Soit c'est une victoire, mais on s'attend quand même à une victoire plus facile parce qu'en l'occurrence, le Heat a perdu depuis l'année dernière. On n'a plus de Jake Roder, on n'a plus de Kelly Olynyk. Ils ont transféré des assets pour récupérer Victor Oladipo qui est out. Donc on a une équipe qui est quand même affaiblie côté Miami. Mais maintenant, je pense que, en l'occurrence, ce qui a changé depuis l'année dernière, le Heat n'a pas changé. Bam Adebayo est un défenseur efficace sur Giannis. Eric Spoelstra est toujours un super coach. Jimmy Butler va tout donner dans la série. Mais côté Bucks, maintenant, on a un Jrue Holiday. Chris Middleton, ça se voit après la confiance. Et en plus, pendant toute la saison régulière, en fait, on a vu les Bucks tenter plus de choses. On les a vus mettre en place des systèmes offensifs, mais surtout défensifs un peu différents, pour ne plus être l'équipe de saison régulière, justement, qu'on voyait l'année dernière et qui nous avait un peu déçus. Donc, je pense que ce qui a fait la différence par rapport à l'année dernière, c'est que ce premier match n'est peut-être pas rassurant, mais ça va être difficile pour Miami de vraiment jouer tous les matchs comme ça, de vraiment renverser les Bucks parce que ils ont la capacité d'adaptation qu'ils n'avaient pas l'année dernière et parce qu'ils se laisseront pas surprendre 2 fois par le 8, je pense. Moi, je vois quand même une série disputée, c'est fatigant, c'est le 8, ils ont une défense solide, c'est crevant de jouer contre eux et t'as pas envie d'arriver contre les Sixers après une série en 7 contre le 8. Mais je vois quand même les Bucks s'imposer. Ça peut être en 4, ça peut être en 7, ça dépendra. Maintenant, je pense que les matchs vont être disputés, mais je vois quand même vraiment les Bucks gagnant dans ces séries. Ouais, c'est Et clair. Puis surtout qu'avant de jouer les Sixers, faudra jouer. Enfin, on verra en fonction des brackets, mais c'est Brooklyn, Boston. Donc je pense Ah que ce pardon, sera j'ai Brooklyn. inversé le truc, ouais, mais voilà, Ouais. faudra être en forme pour affronter C'est Brooklyn. clair que t'arrives sur les jantes au deuxième tour, c'est pas le meilleur truc qui puisse t'arriver. Bucks et ou pour pas, quoi, répondre, c'est clair. pour rebondir sur ce que vient de dire Ben, moi j'ai une lecture, j'ai vraiment du mal à lire cette série parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées, Ben, je trouve que c'est plutôt rassurant pour les Bucks. Les Miami, normalement, ne devraient pas refaire sans cesse des matchs aussi avec autant d'intensité et poser autant de problèmes aux Bucks. Et les Bucks ont développé au fil de la saison plus de systèmes et peuvent compter maintenant sur un Jrue Holiday pour avoir d'autres solutions. Mais tu vois, en face, tu as Jimmy Butler qui fait probablement son pire match au scoring qui fera de la série. Il est à 4 sur 22. Et à côté, les Bucks, tes 3 meilleurs joueurs font un très bon match. Et tu gagnes seulement de 2 points en prolongation. Très bon Et match, je c'est sais pas. Je tiens à dire quand même que Antetokounmpo, il est à 10 sur 27, il rentre pas un seul 3 points, il rate la moitié de ses lancers francs, un peu plus que la moitié de ses lancers francs en l'occurrence. Je pense qu'il peut clairement faire mieux. Même Chris Middleton et Jrue Holiday, il y a encore une marge de progression. Et surtout sur le banc, on a eu un banc qui était quand même assez inactif. Bobby Portis a fait un match correct, mais Connaughton, Tucker, surtout ces deux-là en l'occurrence, peuvent vraiment faire mieux sur la série. Je pense qu'il y a une marge de progression des deux côtés et qu'il ne faut pas attribuer seulement l'échec du 8 à la méforme de Jimmy Butler, de Bam Adebayo et de Tyler Hero qui n'ont pas fait un très bon match, mais aussi à la défense des Bucks qui a vraiment progressé. Ils sont moins bons que l'année dernière, hein, le Heat. Hein. Ouais. ils sont clairement moins bons, ils ont moins d'armes, Et moi, surtout moins d'armes. j'ai du mal à me projeter dans cette série. Parce qu'effectivement, en fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que comme Antoine, je vois des Bucks qui gagnent, mais en overtime de seulement 2 points face à une équipe du Heat qui est affaiblie. En fait, c'est-à-dire que je vois que les Bucks ont quand même évolué par rapport à l'année dernière, mais que le Heat, malgré leur faiblesse
et leurs points faibles, bah, ils sont quand même grave dans le match, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant. Et Dieu merci, on a une série au meilleur de 7 entre ces deux équipes parce que ça va être super intéressant à suivre. Moi, là, du coup, je vous le dis clairement, en l'état, je suis incapable de pronostiquer cette série. S'il y a un 4-0, je suis pas étonné. S'il y a un 4-3, je suis pas étonné. Genre, clairement. Enfin, je suis étonné. Si, quand même, s'il y a un 4-0, je suis étonné de ouf. Mais après, si c'est un 4-0 sur que des matchs serrés, franchement, je suis pas étonné, tu vois. Si c'est que des 4-0 sur des matchs où il y a 2-3 points d'écart, je serais là en mode. Bah, le 4-0, du coup, ne reflète pas l'intensité et l'adversité de la série. Mais les gars, bah, en fait, ils sont meilleurs, quoi. C'est tout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment du mal à lire la série et à savoir comment ça va se passer. Je pense quand même que Milwaukee va sortir gagnant, mais si c'est 4-1 ou 4-3, je suis incapable de dire. Marwan? Moi, c'est surtout que, comme vous avez dit, moi, pour moi, j'ai tout dit. Mais moi, je pense aussi que Milwaukee va passer. Mais le problème, c'est que Miami, comme on a pu le voir l'année dernière, ils sont très combatifs. Ils veulent pas se laisser faire. Donc, en fait, le problème, c'est comme vous avez dit, on peut pas. Moi, en tout cas, moi, je vois pas qui pourrait gagner. Je pense que ce sera Milwaukee qui a le plus l'avantage, mais la finalité, je pourrais Ah, pas c'est essayer de la ça. pronostiquer. C'est ça. Après, Milwaukee a l'avantage, mais la finalité est très très incertaine, quoi. Ouais. Allez, vas-y, il faut, Antoine, on conclut là-dessus et après on enchaîne sur le prochain match. faut aussi souligner le fait que Duncan Robinson et Goran Dragic ont vraiment fait un match exceptionnel et que là, si tu n'as pas un Butler qui Ah, bah rehausse le Dragic, il niveau leur fait la chanson, hein. et, et Dragic et Duncan Robinson qui continuent sur le même niveau et Bam Adebayo qui continue de bien défendre sur Yanis, tu peux vite perdre pour Milwaukee. Tu peux Dragic, aussi Dragic pour l'année Miami. dernière, pareil, il leur fait la chanson et sur toute la série, Ouais, ouais, c'est ouais. limite si Chaque c'est année, pas c'est lui le comme meilleur ça. joueur de la série l'année dernière, hein, du côté du 8. Ah, il y a Ah, Butler quand même qui a fait une Non, série ouais, ok, incroyable. il y a Butler, mais je veux dire, Dragic est Butler, vraiment pas loin de Butler en termes d'impact qu'il a dans le jeu et de comment il fait mal aux Bucks l'année dernière. C'est assez impressionnant, je m'attendais pas à ce niveau-là. il va falloir que Butler score. J'ai souvenir de la saison dernière d'un match où il met plus de 40 et Ouais, il va falloir de matchs où il prend les choses à son compte et il rentre ses tirs. Vraiment, parce que là, il a pris quoi? 9 tirs à 3 points, je crois, sur le ouais, premier il prend match. des tirs bizarres. Il en prend trop. Il faut qu'il drive, il faut qu'il prenne des fautes et il faut qu'il prenne ses responsabilités, tout simplement. Très bien. Après, le fait qu'il score pas beaucoup, il fait quand même un gros match. Il est présent en défense et même dans la passe et tout ça, mais ils ont besoin d'un énorme Butler. Ouais, moi aussi, je pense quand même un Butler au moins plus adroit. Alors, limite, tu sais, tu mets moins de points, mais tu prends moins de shoot et t'en laisses plus à des Duncan Robinson ou à des Dragic. Tu vois, ça peut aussi être. Bah, ça peut permettre à ton équipe d'augmenter ses chances, quoi. Donc non, non, c'est clair. En tout cas, série très, très, très intrigante et on a hâte d'en reparler. Messieurs, Utah, Memphis. Memphis, dans la continuité de son play-in, nous fait kiffer de ouf. Alors, il n'y a pas de Donovan du côté de Utah. Et, y a Ouais. pas, et Gobert sort assez tôt dans le match, vu qu'il prend 6 fautes. Je crois que c'est Là au où- début du dernier quart, il sort. Ou en tout cas, genre on est à 3-4 minutes dans le dernier quart, il sort. Memphis, en rythme, avec les matchs de play-in, ils sont déjà dans le bain, où ils sont là, ils ont quelques matchs dans les pattes, des matchs à intensité, des matchs qui comptent, coups près, etc. Bah, on a l'impression qu'ils en ont super bien profité et ils nous sortent une énorme mixtape. Je vous sors juste les stats d'un garçon en particulier qui s'appelle Dylan Brooks. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est assez en forme en ce moment. 31 points, 7 rebonds, 2 passes. Avec la défense de plomb qui va avec, il est à 13 sur 26 au tir, à 2 sur 5 à 3 points. Et 3 sur 6 au lancer. Mais voilà, en tout cas, Dylan Brooks est donc activité monstrueuse en attaque et en défense. Laisse tomber. Utah-Memphis, qui veut prendre la parole? Benj, toi, t'as bien vu le match, je crois? Ouais, j'ai regardé ça avec intérêt, forcément. Je tiens à dire quand même que à partir de cette victoire, la campagne de post-season de Memphis est totalement réussie. On les voyait pas forcément passer le play-in. Il y avait un match disputé face aux Spurs sur le papier. Il y avait un match pour beaucoup perdu face aux Warriors sur le papier aussi. Mais sur le parquet, par contre, ils ont gagné ces deux matchs. Pareil, on voyait vraiment une domination de Utah. Ils prennent un match. C'est bon, c'est une réussite pour eux en post-season. Je sais pas s'ils iront plus loin, mais en tout cas, c'est déjà bien. Maintenant, comme tu l'as dit, il n'y a pas de Donovan Mitchell. D'ailleurs, qui s'est dit frustré, a priori, par rapport à la décision du Jazz de le reposer. A priori aussi, il y a eu un petit peu une déconcentration du Jazz par rapport à cette surprise. Les gens s'attendaient à voir Mitchell jouer, y compris à Utah en l'occurrence. Et du coup, Ça ils a se sont surpris laissés tout le monde, surprendre quoi. par ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et
C'était la surprise générale, et donc la surprise, les Grizzlies, ils en ont profité, ils l'ont créé. Dylan Brooks, jamais de la vie, je l'attendais à 31 points sur ce premier match. Ouais, moi je l'attendais Euh, défensivement, mais en attaque, mixtape. mais Personne n'attendait aussi clairement, présent. le Jazz s'est laissé prendre avec les 6 fautes de Gobert, avec l'absence de Mitchell. Je pense pas que ça se reproduira, mais, euh, mais en tout cas, Memphis, juste félicitations pour ce match. C'est vraiment incroyable. Et le match-up de pivot Valanciunas-Gobert a vraiment des odeurs de old school, de Ouais, physique. C'est quelque chose de. C'est pas très beau, mais c'est vraiment c'est la guerre sous impressionnant. l'arceau, quoi. Et ça compte comme dans cette série. Non, c'est clair, moi aussi ça me fait grave kiffer. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que je fais juste une parenthèse, mais c'est vrai que c'est assez intriguant du coup. Alors, bon, déjà, la physionomie du match, c'est serré dans le premier quart. Dans le deuxième quart, le Jazz s'envole. Il y a plus 10, 12 à peu près. Juste avant la mi-temps, ça redescend. C'est Memphis qui passe légèrement devant et après, ça reste devant pendant toute la durée du match. Mais en fait, au moment où Gobert, du coup, se fait exclure du match pour ses 6 fautes, c'est au début du quatrième quart à peu près. À ce moment-là, Memphis est à plus 13-14. Et à partir du moment où Rudy se fait éjecter du match, l'écart ne fait que se resserrer. C'est-à-dire que offensivement, en tout cas, il y a un truc qui se passe. L'écart se resserre petit à petit, mais finalement c'est quand même Memphis qui gagne. Donc le côté offensif de Utah a quand même fait le taf en fin de match. Bogdanovic, bon, malgré la défaite, il a mis des tirs d'enculé quand même. Des gros 3 points sur le museau et tout, il en avait rien à faire. D'ailleurs, le tir à la fin, s'il rentre, ça part en overtime, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un shoot pour l'égalisation. Mais bon, en tout cas, ouais, énorme match. Antoine et Marwan, je sais que vous avez un peu moins suivi, mais de loin, comme ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous, c'est par rapport à tout ce qu'on avait pu dire, par rapport sur le Jazz, sur Utah, sur le Jazz, pardon, et sur les Grizzlies avant ces playoffs 21. Vous, c'est quoi votre ressenti de loin sur ce match? Vas-y, Marwan, vas-y. Bah, moi, je mens pas que moi, je me disais, certes, Donovan Mitchell ne sera pas là, mais bon, c'est Utah, en face, c'est Memphis. Mais en fait, comme j'ai pas vu le match, c'est surtout par rapport aux stats. Mais Valanciunas, je pense qu'il a eu un réel impact dans le match. Parce que moi, je me suis dit, ça va être rapide, efficace pour Utah, ils vont gagner, pas de beaucoup. Là, quand même, Dylan Brooks, comme on a dit, à 31, moi, en tout cas, j'attendais pas, comme vous avez dit. Valanciunas qui arrive à, ce que je vois, tenir tête à, Valanciunas en 15-12 avec 3 passes D en 40 minutes. voilà, qui arrive à quand même tenir, si j'ai bien 50% au compris, tir. Propre. Ah, donc, ouais, moi, je me dis que, faut faire attention à ce qui va se passer. Et voir si, et j'espère que Donovan Mitchell va revenir pour qu'on voit si, est-ce que c'est Donovan Mitchell, la La clé. clé, Ouais. voilà, ou pas. Parce que s'il vient et Memphis quand même, essaie de tenir ou gagner encore un match, je veux me dire que, il y a possibilité que Memphis nous fasse une petite surprise quand même. Ouais, c'est clair. Moi, sur la surprise, j'y crois pas une seconde. Je pense que, enfin, déjà avant le début de la série, je disais que Utah allait écraser Memphis. Je pense toujours que ça va être la même chose. Mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Comme l'a dit Benjamin, c'est la victoire qui fait que tu as réussi ta saison avant même d'avoir fini ta série de playoffs. Après, je pense quand même que Memphis est une équipe de caractère et qui parviendra à accrocher le Jazz tout le long de la série, à avoir des matchs serrés, Moi, je vous peut-être dis même qu'ils en attention quand même à la défense de Dylan Brooks sur Donovan Mitchell, hein. Attention. Mais attention à la défense de Mitchell sur Dylan Brooks aussi. À l'inverse, je pense que Brooks marquera plus jamais autant de points dans la série. Ouais, je pense Je aussi. pense que, je pense Vraiment, que Brooks va beaucoup plus contenir Donovan que l'inverse, quand même. je sais pas. Je pense Je que suis pas c'est de sûr. toute façon c'est pas aussi rationnel que ça, mais je pense que Brooks ne sera plus à 30 points par match. Non, En ça c'est revanche, sûr. j'attends de Jamorant qui maintienne ce niveau de performance et s'il continue là, et tu peux avoir un Jaren Jackson ou un Jonas Valanciunas qui step up son niveau et du coup remplace un peu numériquement Dylan Brooks, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Mais euh, pour moi, les Grizzlies vont enquiquiner encore le Jazz. Peut-être qu'ils vont en gagner un second, mais au bout d'un moment, le Jazz, premier de conférence, tu vas élever ton niveau, tu vas retrouver tes repères. Donovan Mitchell va revenir. Il va falloir qu'il se mette en route. Il ne faudra pas avoir de doute sur Donovan Mitchell, mais je pense que ça va être très intéressant à suivre. Et Memphis, quand même, continue de me surprendre et continue de nous donner le sourire. C'est vraiment une équipe appréciable. Ouais, c'est Un truc clair. que je tiens à dire un peu pour conclure là-dessus, c'est que, en l'occurrence, Antoine, et moi aussi avant, j'ai dit, ils ont réussi leur saison, leur post-season, etc. Mais cette victoire des Grizzlies, en l'occurrence, c'est une réussite pour le projet de Memphis, parce que c'est vraiment une équipe qui repartait sur de nouvelles bases,
après l'ère Gasol, Conley. Et là, en l'occurrence, ça Puis là, en confirme la plus, c'est pertinence du Jamorant projet contre Morant. Conley, quoi, tu vois. Il y a le duel aussi dans le duel qui régale. Ouais, Et puis carrément, c'est ça. Et puis ça a été, Brooks qui valide aussi. Hein. ça a été rapide, ça a été assez rapide, mine de rien, et proprement fait, ce projet de reconstruction. Il transfère Mike Conley, Marc Gasol, directement tu drafts Jamorant derrière, 2 ans après, tu es en playoff. Donc vraiment, je suis d'accord avec ce que tu Les dis, gars, c'est une réussite. les gars, Tout le projet. va falloir qu'on enchaîne sur le dernier match, mais sinon, je balançais les stats de Ja. 26 points, 4 rebonds, 4 passes à 52% au tir, donc 11 sur 21, 4 sur 4 au lancer. Il prend qu'un 3 points, il le met pas, on lui en veut pas. C'est vrai Ouais. que très gros match de Ja Morant et c'est vrai que Et s'il là, maintient ce niveau-là, en tout cas, si Memphis au global réussir à maintenir ce niveau de performance des deux côtés du terrain sur l'ensemble de la série, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux aussi de voir ce que vont donner les ajustements de Utah pour faire en sorte que Rudy prenne moins de fautes et reste dans son match jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça va donner quand Donovan sera de retour, etc. Messieurs, on va passer sur le dernier match, sur le dernier Game 1 à débrief. Je porte pas cette casquette pour rien aujourd'hui. Grosse victoire des Suns, donc bravo à eux. Mais c'est vrai Ouais. que là, c'est le moment où je vais un peu prêcher pour ma paroisse et c'est bien normal. Mais c'est vrai que les Suns sont gagnés. J'ai quand même, c'est un peu mitigé, mais j'ai un sentiment que les Lakers ont terriblement joué. Ils n'ont pas mis leur lancer franc. Anthony Davis, il a été catastrophique. Tout le monde a fait de la merde. Les Suns, à côté, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait un très beau match et il n'y a que 9 points d'écart. Est-ce Je suis que, pas d'accord avec ce que tu dis. Par contre. est-ce que cette série va vraiment être une branlée pour les Suns? Est-ce que ce match, il est à l'image de ce qu'on peut imaginer sur l'ensemble de la série, ou est-ce que la série va être différente? Je suis désolé, je suis obligé de commencer parce qu'en l'occurrence, tu dis que les Suns ont tout donné, mais j'ai l'impression que tu oubliais trop vite que Chris Paul était vraiment diminué dans ce match, qu'il a pris que 8 tirs en l'occurrence, qu'on s'est vraiment inquiété pour lui. Et je pense que Chris Paul, en l'occurrence, c'est un facteur à ne pas sous-estimer en playoff parce que on l'a vu ne plus vraiment prendre de tirs à partir du moment où il s'était blessé. Et ça, en l'occurrence, c'est encore un facteur qui peut être déterminant. C'est pour ça, en fait, les Suns, si Chris Paul va bien, ont encore une carte à jouer. Et c'est ça qui m'impressionne. En fait, là où je disais ça, je c'est que dis- c'est vrai qu'il prend moins de tirs, mais il y a d'autres gars qui peuvent prendre des shoots. Tu vois, je me fais pas de soucis pour qui va prendre des shoots. Tout le monde peut prendre des shoots, en fait, limite à Phoenix, tu vois. Ouais, carrément. Mais en l'occurrence, avec un Chris Paul en forme, tu peux encore faire mieux que ce que tu as déjà fait. Alors, Ouais, je m'attends pas à ce que Ayton soit Shaquille O'Neal pendant cette match, ni à ce que Booker soit Kobe, parce que bon, le mec avait annoncé, on veut être le nouveau Shaq et Kobe. En l'occurrence, sur ce match-là, il y a si eu on un s'arrête nouveau là, Kobe, mais voilà, pas un ils ont nouveau Shaq. réussi. Mais bon, je suis quand même d'accord avec toi. En l'occurrence, la marge de progression côté Lakers est immense, alors qu'elle est beaucoup plus faible côté Phoenix. Je suis pas sûr que ce match soit vraiment inquiétant pour les Lakers, même si, en l'occurrence, il faut C'est faire pour ça, attention à c'est pas se que faire malgré surprendre par tout ça, il y a Phoenix. que 9 points d'écart à la fin du match. Moi, c'est surtout ça qui m'a étonné, en fait. Et tu sais, mais 9 points d'écart avec, tu sais, avec des tirs pris n'importe comment, c'est-à-dire. En gros, si on avait eu des Lakers un peu plus appliqués, mais qu'ils avaient quand même perdu, ça aurait été une défaite de 3 points cette histoire. Ouais. absolument pas d'accord avec ce que tu dis, Hugo. Tu parles des 9 points, mais les 9 points, c'est totalement, c'est une fausse lecture parce que déjà à la fin du match, il y a plus 15 ou plus 16 et vraiment la maîtrise de Phoenix, elle est impressionnante. Tout le long du match, ils ont maîtrisé avec un Devin Booker qui pour moi est le MVP de ces Game 1 en discussion avec Luka Doncic, mais vraiment Devin Booker extrêmement impressionnant. Pour moi, il y a de la marge encore côté Phoenix parce que, comme l'a rappelé Ben, il est blessé. Chris Paul, clairement blessé, clairement gêné, qui galère. D'ailleurs, il rentre un shoot au bout d'un moment avec, je ne sais plus qui défend sur lui, mais le shoot, il est exceptionnel. Même Chris Paul est étonné, il sourit. Pour moi, la suite de la série va vraiment dépendre de la capacité à Davis et à LeBron de se remettre en rythme rapidement parce qu'on le voit, ils sont pas en rythme. Ils prennent des tirs un peu aléatoires. Davis, on sait pas trop ce qu'il fait. Vraiment, c'est assez. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans l'attaque des Lakers, donc ça va dépendre de ça. De l'autre côté, Phoenix, t'as raison, Ben, je pense pas que DeAndre Ayton il va continuer à faire chantier comme ça, mais en tout cas, Booker, je le vois capable de continuer, mais tu as de la marge avec Chris Paul, etc. Cam Johnson peut mettre des shoots et tout ça. Donc, c'est inquiétant pour moi pour les Lakers. Pas tant que. Enfin, quand LeBron et AD se remettront en rythme, non. Mais du coup, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ce sera au game 2, au game 3? Est-ce que ce sera trop tard? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est inquiétant dans cette mesure-là, dans la rapidité aux deux des top 5 meilleurs joueurs mondiaux là, à se mettre en rythme, tu vois. Après, moi, c'est mon avis, hein, mais faut pas oublier que c'est les Lakers en face. Hein. C'est LeBron, Anthony Davis. Mais je crois qu'on l'oublie Sur, trop vite, en fait. Oui, c'est-à-dire que certes, moi je suis d'accord avec vous que Booker, il a fait un très gros match, Ayton aussi, mais en face c'est LeBron,
Anthony Davis, c'est pas n'importe qui, c'est des très gros joueurs. Et Bonbon, il a de l'expérience en comment ça s'appelle, en playoff. C'est-à-dire que moi je pense que certes, c'est pas, moi pour moi c'est pas représentatif le game one, mais à voir. Moi, À voir. je suis d'accord. Je pense pas qu'on ait vu LeBron à son apex sur cette série. Attention, parce que ça peut Non. faire mal. Mais bon, ça, c'est que ce soit. Ça, c'est Brésil, Ronaldinho, qui tu veux, je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, Bonbon, c'est comme ça. C'est sur toutes les séries, il est capable de faire mixtape. C'est vrai que. Mais attention quand même, Moi, comme j'ai un dit. point, Attention. c'est quand même le physique, parce que là, en l'occurrence, Bron n'est pas à son max, Davis non plus. J'ai quand même un peu peur que ce soit physique, tu penses pas? Ouais, mais oui, peut-être. Mais en fait, moi, si tu veux, pour moi, le problème, pour moi, il est collectif. Les Lakers font un match de merde, en fait. Tu vois, au global, quand tu regardes de loin et que tu te focuses pas forcément sur un joueur, les Lakers font un match de merde. Et donc c'est pour ça que moi, je pense que c'est pas du tout fini dans cette série et que du coup, je pense que les ajustements vont être faits. Et que voilà, comme tu as dit, mais des deux côtés, il y a des trucs à améliorer en plus. Hein. Chris Paul, on va voir ce que ça donne. On espère qu'il revienne à 100% parce que c'est comme ça qu'on aime une série de playoffs. Et pareil, les LeBron, les Anthony Davis, on veut une série avec des gros joueurs. Et c'est aussi ce qui a manqué, je trouve, sur cette série. L'impression que les Lakers étaient étouffés, quoi, qu'ils savaient pas quoi faire. Surprise totale, alors que, tu vois. Après, moi, je trouve que, bien sûr, c'est les Lakers, faut pas les sous-estimer. C'est LeBron, c'est Anthony Davis. En termes de niveau, il y a absolument aucune discussion. Si les Lakers étaient au top, on dirait tous les Lakers sans hésitation. Mais là, Phoenix, justement, les Lakers sont pas à 100%. Et Phoenix dégage énormément de sérénité. Ils ont vraiment des certitudes sur lesquelles ils Ouais, peuvent mais du coup, est-ce s'appuyer. que tu gagnes une série de playoffs sur de la sérénité? Bah, en tout cas, tu as remporté le Game 1 là. Alors bien Ouais, sûr, le voilà, Game 1, game one. ça veut jamais rien dire dans une série. Mais moi, je trouve que si LeBron et Davis tâtonnent trop à se mettre en rythme, parce que là, clairement, sur le Game 1, ils sont De pas toute en façon, c'est rythme. clair que si ils restent pareils et qu'on a cette sensation qu'ils sont perdus, qu'ils savent pas quoi faire et qu'ils sont étouffés, ils ont aucune chance. Moi, je te rejoins totalement là-dessus. Hein. Bah, aucune chance, je sais pas, mais en tout cas, tu peux vite te retrouver à perdre, à être mené 2-0. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est une pression dont t'as pas besoin pour les Lakers, tu vois. Clairement, c'est inquiétant, moi, je trouve. Donc, faut vite que LeBron et AD s'ajustent là. Mais je doute pas de leur capacité à se transformer là, sur la suite de la série. C'est clair, Je c'est crois clair. aussi qu'il y aura des ajustements côté Frank Vogel. On a un vrai coaching staff côté Lakers. On a un Ils bon vont coaching trouver des staff, solutions pour Booker. sous-estimé d'ailleurs. Oui, clairement, ouais, le coaching staff des Lakers est sous-estimé parce que LeBron est là et parce que LeBron fait figure de, enfin, pour les fans, de head coach comme au Cavalier un petit peu, même si c'est dans de moindres mesures, c'est pas Tyronn Lue qui est derrière lui, mais là pour le coup ils ont un vrai coaching staff derrière. Jason Kidd aussi Alors qui est là. Ayton, Booker, ils vont trouver des solutions, je pense, Ouais. même si c'est pas des joueurs que tu peux vraiment limiter totalement. Bah là, par exemple, non. Talen Tucker a joué que 7 minutes. Donc je pense qu'on va le voir jouer un peu plus sur les prochains matchs. Et Alex Caruso aussi joue pas trop. Mais je pense aussi que les Lakers. J'ai l'impression que les Lakers, ils avaient pas envie. Ils étaient menés pendant tout le match. Et tu sais, on sait comment ils sont. Des fois, alors, quand c'est un match coup près, par exemple, le match coup près contre les Warriors, ils lâchent rien. Ils savent que s'ils perdent ce match, ils se tapent un autre match et qu'après ils sont en vrai danger. Ça revient dans le match. Bronbron, il met un shoot de l'antéchrist, pas au buzzer, mais en tout cas le game winner de très très loin. Et t'as l'impression qu'en fait, quand ça compte pas ou quand derrière t'as un petit matelas de sécurité, ils sont là, bon, bah on s'en fout. Tu sais, ils restent dans le match, mais à moitié. Et si ça passe pas, bon, bah tant pis, on s'investira plus sur le prochain match. C'est pour ça que moi je dis De toute façon, attention à comment. Enfin, à la manière dont vont revenir les Lakers dans cette série. On va suivre aussi la blessure de Chris Paul et comment il va revenir lui aussi et les ajustements. Les ajustements. De toute façon, LeBron, il a toujours eu cette nonchalance à choisir ses matchs. Et c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis. Mais attention, Ouais, mais tu prends un attention, risque. Phoenix, c'est une équipe dangereuse, tu vois. C'est clair. Ouais. C'est clair. En Messieurs. tout cas, la note de fanboy, juste pour clôturer ça, ça fait plaisir de voir une vraie série Lakers-Suns et de voir des Suns à leur top niveau. Ce qui fait plaisir, c'est de voir des playoffs comme ça, où il y a du jeu, où il y a de la compétition. Quel que soit le résultat, en tout cas, c'est des super séries. Profitons. De ouf. Profitons. Clairement. Ouais. C'est un très 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 beau mot, pardon, de la fin. Les gars, on a bien débattu sur les playoffs, c'était super sympa et du coup, bah, on se tiendra au jus de toute façon dans les prochaines émissions. On verra ce que ça aura donné d'ici la semaine prochaine. On va enchaîner sur
Le MIP, comme j'ai dit tout à l'heure, les finalistes ont été donnés. Cette saison, ça va être entre Grant, Randle et MPJ du côté de Denver. C'est tout de suite, on va faire nos votes pour le MIP. Nos votes pour le MIP. Les finalistes ont été donnés, les récompenses individuelles vont arriver. Aujourd'hui, on s'intéresse dans la lignée de petites séries dans cette émission sur les récompenses individuelles de la saison sur le MIP. Et alors, il y a une grosse hype new-yorkaise. Moi, je fais juste l'avocat du diable. Statistiquement, il y a une conve. Maintenant, à qui on donne notre vote? Donc, comme j'ai dit, il y a ces 3 garçons. Je vous balance juste les stats et leur progression. Donc, Jeremy Grant passe de 12 à 23 points, à 22,3 points, pardon, de 3,5 à 4,6 rebonds, de 1,2 à 2,8 passes, et au pourcentage au tir de 48 à 43. Du côté d'MPJ, ça passe de 9 points à 19 points, de 4,7 rebonds à 7,3 rebonds, de 0,8 passes à 1,1 passe, pourcentage au tir équivalent 51-54, voilà. Et Julius Randle qui passe de 19,5 à 24 points, de 9,7 rebonds à 10 rebonds, 3,1 passes à 6 passes et pourcentage au tir 46 des deux côtés. Messieurs, les arguments, c'est plus de dire... Si on vote pour Randle, c'est que sa progression de minutes n'a pas non plus tant évolué que ça par rapport aux autres garçons et qu'il est quand même dans une position beaucoup plus confortable en termes de bilan, de hype, de ce qui se passe à New York. Pour moi, je vais commencer. Il n'y a absolument aucune discussion, aucun débat. C'est Julius Randle. C'est toujours bien de commencer comme ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord parce que pour moi, Le Michael Randle Porter est passé de 33 à 38 minutes. Pour moi, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a aucune discussion. Parce que d'abord, Michael Porter Jr., on oublie souvent parce qu'il joue pas sa saison rookie, mais il est dans sa saison sophomore là. Et souvent, les votants NBA ne donnent jamais un sophomore parce qu'ils estiment que la progression d'une saison rookie à la deuxième est totalement normale. Donc même si statistiquement, il y a une conversation entre Jeremy Grant, Michael Porter Jr., Julius Randle, parce qu'en plus, Julius Randle c'est peut-être celui qui a l'augmentation statistique la moins criante. Du coup, Porter, pardon, je te coupe, comme ça après j'ai vraiment fini sur les stats. Porter, c'est son temps de jeu double. Il passe de 16 à 31 minutes. Et Jeremy Grant, il passe de 27. Jeremy Grant, il passe de 27 à 34 minutes. Donc c'est pas non plus comme si il grattait v'là les minutes. Il gratte, du coup, si je suis bon en calcul, il gratte 7 minutes. Et Randle en gratte 5. 5. Tu vois, donc il y en a pas un qui gratte beaucoup plus. Et je remets les stats. Hein. Grant passe de 12 à 22 points, de 1,2 à 2,8 passes. Après, moi, je pense ce qui fait la diff, c'est tout simplement le contexte. S'il nous reste que ça à prendre, bon, bah forcément, t'as envie de le donner aux mecs qui envoient les Knicks en playoff, ou tout simplement Knicks ou pas Knicks, tu vois, mais qui a un meilleur bilan que le mec qui kata est dans les bas-fonds de sa conférence. Est-ce que c'est pas ça le point, tu vois, qui fait la différence? Pour appuyer Antoine, quand même, un point qui n'est pas sur le graphique, c'est que Rundle est passé aussi de 27,7% au tir à 3 points sur 3,6 tentatives à 41,1 sur 5,5 tentatives. Il a trouvé son tir à 3 points, ça compte aussi dans la discussion. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, 3 points ou pas, son pourcentage reste le même. Là où c'est vrai que Randle, même carrément, il baisse un peu, il a 5% en moins, il passe de 48 à 43. Après, c'est vrai que le pourcentage à 3 points, moi je suis là en mode, bon, c'est un argument, mais je juge pas forcément un joueur ni sa progression sur son tir à 3 points, ça en fait partie, tu vois. Mais c'est au aussi global un élément, en fait. c'est vrai que ça fait pas tout, c'est clair. Tu vois, c'est au global. Et après, en tout cas, le pourcentage au tir est exactement le même. Tous les tirs comptés, c'est 46. Ouais, mais quand même, moi, je rejoins quand même Antoine sur le fait que Julius Randle est mon MIP. Et l'argument aussi pour moi, c'est que il y a le contexte collectif, comme tu l'as dit. Il envoie les Knicks en playoff, là où Michael Porter Jr. N'est pas vraiment. Non, on voit pas les Nuggets en playoff. Oui, voilà, c'est Jokic, voilà, qui fait le travail. Il est important dans l'effectif quand même. C'est un vrai joueur, mais voilà, c'est pas le centre de l'attention. Jeremy Grant, pour moi, il y a discussion, mais voilà, je vais me concentrer sur Randle. Mais c'est vrai que le contexte collectif joue vraiment pour Randle et il y a aussi ce facteur, il est plus défendu cette saison, pourtant il y a une progression, alors que côté Pistons, voilà, Jeremy Grant, il a pas non plus une pression monstrueuse, les gens prennent pas les Pistons au sérieux, c'est pas les mêmes matchs qu'ils jouent en face. C'est vrai que c'est des plus gros volumes, plus de réussite, sur plus d'adversité, avec un contexte qui fait que tu es mieux classé et tout. C'est vrai, Marwan, toi, si tu as... De toute façon, on va voter, hein, mais toi là, comme ça, tu le donnerais à qui? Bah, déjà, pour dire un truc, je ne le donnerai pas à Michael Porter Jr. Parce que comme tu l'as dit, son temps de jeu a doublé et proportionnellement,
il a pratiquement doublé, voire un tout petit peu plus, ses nombres de points. Donc pour moi, c'est c'est pas suffisant pour dire que c'est lui le MIP. Et comme a très bien dit Benjamin, en fait, et même Antoine, hein, pour moi, Randle envoie les Knicks en playoff. Du coup, pour moi, c'est lui qui mérite. Parce que c'est pas comme si les Knicks, c'était une saison sur deux, ils partaient pas. C'était quand même, voilà. Donc ouais, pour moi aussi, c'est Randle. Hmm. Et puis au-delà du fait qu'il y a la belle histoire, il y a le contexte qui ramène les Knicks en playoff, il y a vraiment une transformation brutale de rôle et de jeu chez Julius Randle. Il est C'est passé vrai. d'un joueur un petit peu, on ne sait pas trop où il va, on se demande s'il est surpayé, à À clairement, LeBron James. clairement capable de shooter, capable de distiller des caviars à répétition, d'assurer l'attaque d'une équipe. Donc pour moi, il est rentré dans une catégorie où personne ne l'attendait et donc il n'y a absolument aucune discussion. Mais en Attention quand plus, même, parce que cette progression-là, moi je la vois aussi beaucoup chez Jeremy Grant. L'évolution de son jeu est incroyable et il passe d'un mec qui avait un rôle plutôt correct dans une équipe compétitive à quelqu'un qui est capable d'être au centre du projet. On l'oublie, mais il y a quelques saisons, Jeremy Grant, c'était un joueur correct à 8 points par match au Thunder d'Oklahoma City. C'est pas... La progression de Jeremy Grant, elle est colossale aussi. Faut pas oublier ça. Et clairement, son jeu a évolué parce qu'avant, c'était un outil collectif. Hmm. Aujourd'hui, c'est un joueur individuel plus que compétent. Hmm. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Je ne suis pas sûr que le changement de rôle soit vraiment l'argument qui joue en la faveur de Julius Randle, parce que pour le coup, à ce niveau-là, Jeremy Grant a vraiment évolué. Mais s'il faut noter aussi un autre élément, c'est que Jeremy Grant n'a joué entre guillemets que 54 matchs. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément un énorme critère dans cette course-là. Randle Mais en a s'il y joué a un peu débat, plus, c'est vrai mais que ça jouera un petit peu en la faveur de Julius Randle, qui a déjà un avantage. Donc voilà, ça plie un petit peu la discussion. Randle en a pas joué beaucoup plus non plus. Ah si, quand même, 71. 71, il a tout joué, il a pas raté un seul match. ouais. Il a raté un match, C'est du coup, hallucinant. si je dis pas Ah oui, de bah oui, bêtises. du coup, sur 72. Putain, Ouais. c'est Mais vrai bon, que c'est grosse pareil. saison. Moi, c'est vrai que sur cette course au MIP, euh, le truc, c'est que Randle fait tellement une saison qui dépasse toutes les attentes, mais niveau individuel, niveau rôle, niveau collectif, que du coup, en fait, il a un léger avantage, mais qui est quand même un avantage sur Grant. Mais c'est vrai que, comme dit Benjamin, quand même, on oublie, Grant vient de loin aussi, et même quand il passe de Denver aux Pistons, on se dit, ouais, bon, ok. À la fin de la saison, il est quand même en 22, j'arrondis, hein, il est en 22-5-3, alors que la saison d'avant, il est en 12-3-1. Tu vois, genre avec des. Alors, ok, il a 5% de tirs en moins, mais c'est pas non plus une différence si ouf que ça. Mais c'est clair que pour moi, ce qui fait la diff, c'est clairement ce délire de contexte, quoi. Tout simplement, le classement. Après, sur Jeremy Grant, je suis d'accord avec vous. Bon, après, déjà, je vais placer un petit truc de fanboy, mais quand il était à OKC, moi, je voyais déjà que ça pouvait être enfin, qu'il avait du talent. Ouais. Euh, juste, la transformation, c'est clair, elle nous choque tous, mais à Détroit, c'est la première option. Tandis qu'à Denver, il était vraiment un joueur de. Alors, oui, c'est exceptionnel, mais il prend tous les shoots à Détroit. C'est pour ça qu'il met 22 points aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Et il prend pas. Oui, mais il a pas beaucoup plus de temps de jeu. ouais, mais au final, Détroit est dernier, tu vois, c'est là aussi, il est au centre du projet, mais tu peux pas le mettre au centre de ton projet parce que Ouais, il mais, y a- mais après le projet est quand même tellement mal construit que c'est pas, pour le coup Mais c'est pas un argument que j'utiliserais pour le favoriser ou le défavoriser. Eh gros, non, le contexte à Détroit, gros, c'est de la faute, c'est de la entre sauf, guillemets de la faute à personne, certainement pas aux joueurs en tout cas. sauf que l'an dernier, le contexte à New York, il est aussi horrible, tu vois. Oui, mais le Toi, contexte cette année est 100 fois meilleur pour Randle. Tu vois, genre, Randle emmène les Knicks loin cette saison, mais c'est pas non plus comme s'il avait des peintres à côté, un peintre au coaching et des peintres. Enfin, tu vois, genre, voilà, les Knicks ouais. redeviennent petit à petit une entité solide à tous les niveaux, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain. Et là où Détroit a encore énormément de travail à faire là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, dans le cadre d'une récompense individuelle, c'est marrant quand même de se dire que ce truc précis donne quand même beaucoup plus l'avantage à un gars qu'à un autre, quoi. C'est. Et juste petite mention quand même à Christian Wood qui Ouais, signe j'allais cet en été. parler justement de Christian Wood qui fait une saison de bâtard avant de se blesser. Il me faisait trop kiffer. Et d'ailleurs, je pense que concrètement, si Christian Wood se blesse pas, je dis pas que les Rockets vont en playoff, mais je dis que les Rockets ils sont pas du tout à la fin de la saison avec le même bilan que ce qu'ils ont là, tu vois. Je pense Je qu'ils sais auraient pas. quand même sorti le temps, qui est perdu volontairement, donc je sais pas si ça joue beaucoup. Maintenant, on aurait eu une vraie course serrée parce que là, Michael Porter Jr., il est là pour décorer. On savait pas si ce serait Michael Porter Jr. ou si ce serait Jaylen Brown, mais clairement, la course, elle se joue entre Randle, qui est favori, et Jeremy Grant, qui est outsider. Le troisième est là pour faire de la figuration.
Alors que si on avait eu Christian Wood, on aurait une vraie course à 3. Ah ouais, Christian Wood, il était. Attendez, je vais quand même vous retrouver, messieurs, pendant que vous Je continuez peux de te dire parler ça tout de suite, là-dessus. il était à 21 points, 9,6 rebonds, 1,7 passes, avec de super pourcentages, notamment à 3 points à 37,4%. C'est pareil, il a vraiment pris une nouvelle dimension cette saison, et c'est quelque chose Et j'ai qu'on les ne peut stats de. qu'applaudir. Ouais, carrément. J'ai les stats de la saison 2019-2020. Il était à 13 points, 6,3 rebonds et une passe. Ouais, donc Et clairement, il il est jouait énorme. combien? Il jouait 21 minutes par match. Donc quand même, son temps de jeu a quand même pas mal augmenté. Il a pris 11 minutes de plus. Mais c'est vrai qu'il passe à 21 points. En gros, il est quasiment en 21-10 avec, si on arrondit qu'on est très gentil, 2 passes par match. Il a 1,7. Et 19 double-double quand même. Il a joué 41 matchs. Il fait la moitié sont des double-double. Ouais. Belle progression, mais Ouais. c'est vrai que du coup, si on doit, pour conclure sur ce MIP, si on doit donner nos votes tout simplement et se faire un petit top 3 là, vous mettez qui en 1, en 2 et en 3? Je pense Le tout 3, le je monde pense la qu'on même va chose. tous mettre le même. Non, mais je Oui, pense on que a c'est tout tous le monde la la même même chose. chose. Tout le monde a le même classement de toute façon. Ouais. Randle en 1, Randall, Grant en 2. Grant en 2 et Porter Junior en 3. Et Julius, Grant et Michael Porter Jr. en Ouais, 3. on a tous le même. Ouais. Sauf si On est Benjamin tous nous a d'accord, prévu une petite dinguerie là pour pimenter. Non, c'est bon, tout va bien. Mon vote irait pour Julius Randle, Jeremy Grant en 2. Je pense que c'est vraiment le consensus général et c'est un des trophées les moins disputés de la saison. Carrément. Ouais, je suis d'accord avec ça. Carrément. Et ben écoutez messieurs, c'était tout pour cette petite série sur les récompenses individuelles. C'était super cool en tout cas. Et puis du coup, on approche de la fin de l'émission au global. C'était super cool. On est en plein dans les playoffs là. On est dans une période d'activité assez ouf. La semaine prochaine, on en sera où au niveau des playoffs? On aura joué tous les Game 2. Je pense que les Game 2 et peut-être les Game 3 se seront Une joués. partie des Game 3, hein. Ouais. J'ai Ouais, pas je le pense. planning en tête, mais il me semble bien que tous les Game 3 seront joués d'ici la semaine prochaine. Ok. Ouais. Ok, ce sera peut-être l'occasion de suivre du coup l'évolution des. C'est vrai qu'en une semaine, je pense que chaque match a le temps. Enfin, il y a le temps d'avoir 2 matchs par série sur 7 jours, ça va quoi. 3-4 jours d'écart entre les deux. Ouais, c'est ça. Je viens de vérifier. Effectivement, on aura fini les games. On aura des Game 4 ou pas? On aura des Game 4. On aura le Game 4, notamment Lakers Suns l'année prochaine qui sera terminé. Le Game 4, Hawks Knicks aussi. Du coup, peut-être qu'on va Même, débrief. d'ailleurs, j'ai lundi, Celtics Nets, Mavericks Clippers. Et puis on enchaînera sur le Game 4 de nouvelle série. Du coup, il est possible qu'on débriefe le sweep des Suns face aux Lakers, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. On aura de quoi faire des bonnes mises à jour en tout cas. Ouais, Ça va être clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis on aura peut-être le temps de parler plus de séries, des séries qu'on a peut-être balayées un peu trop vite, en tout cas, qui méritaient sur le Game 1, mais qui peuvent se révéler comme étant des séries super, super intéressantes, en tout cas beaucoup plus que sur ces Game 1. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez passé un bon moment, un petit mot de la fin, une petite dédicace comme sur la radio libre de Skyrock à l'ancienne, peut-être. Écoute, très content de vous avoir retrouvé pour une deuxième émission, les gars, et hâte de continuer. Ouais. Dédicace à Paul, dédicace à toute l'équipe, dédicace à Chris, à Pierre qui aurait dû être là. Dédicace à tout le monde. Ouais. Bah, écoutez, si on doit faire de dédicace à mon pote Guilhem qui croit au Grizzly depuis plusieurs saisons et qui a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Ah, il doit avoir une donc, trick de l'enfer, là. Big up à lui, vraiment force à lui et je suis content pour lui. Et surtout merci pour cette première mission. C'est vrai que c'était imprévu, voilà, j'arrive un petit peu au dernier moment. Mais en tout cas, C'est c'était vrai bien que- sympa. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on avait prévu cette émission du coup avec quelqu'un d'autre. Et 15 minutes avant, en fait non. Et là, il y a Benjamin qui est arrivé tout simplement en mode boss, quoi. Bon, attendez les gars, laissez-moi 15 minutes, je vais me coiffer. Je me sape un peu et j'arrive. Donc, merci à toi parce que c'est vrai que si on a une émission aujourd'hui qui sort, c'est aussi grâce à toi. Et puis, c'est cool de voir des nouvelles têtes, etc., tourner dans l'émission. Donc c'était sympa, quoi. Mm. Très bien. Et écoutez, messieurs, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ceux qui ont kiffé, n'hésitez pas. Hein, c'est vrai qu'on va pas non plus vous bassiner avec ça, mais n'hésitez pas à vous partager un petit pouce. C'est gratos. Ça fait le taf. Si vous avez des trucs à dire, d'ailleurs, c'est dans les commentaires. Hein, on l'a pas forcément dit, mais quand vous voulez réagir sur nos débats, on lit etc., tout, hein. même si On vous lit voulez tout. débattre On lit entre tout. vous, ça se passe en dessous dans les coms. Et puis, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a tout dit. Donc, Yes. on se donne tranquillement rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer du coup les Game 3 et les premiers Game 4
de playoffs et les autres petits sujets qu'on vous trouvera. Messieurs, à la prochaine. À la prochaine. Ciao tout le Ciao monde. les gars. Ciao.